Chers internautes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Point de Rupture, une émission coproduite avec le mensuel Rupture. Et je me trouve d'ailleurs ici avec le rédacteur en chef de Rupture, Pierre Lévy. Pierre Lévy, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, comme d'habitude. Il s'agit de celui de la transition énergétique. Et pour en parler, nous avons ici... Transition énergétique, entre guillemets. Entre guillemets. Tu nous en diras plus tard, Pierre. Et donc pour en parler, nous avons ici un invité, Marc Fontcave. Marc Fontcave, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur au Collège de France, vous y occupez la chaire de chimie des processus biologiques et vous êtes également président de la commission énergie de l'Académie des sciences. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier, dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'intitule « Halte au catastrophisme, les vérités de la transition énergétique », paru chez Flammarion. Le lien est en description de cette vidéo. Marc Fontcave, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux, merci. Alors Pierre, tu m'as interrompu sur cette question de transition énergétique, pourquoi ? Je crois que nous allons nous intéresser plus particulièrement aux politiques énergétiques aujourd'hui, celles qui sont mises en œuvre par le gouvernement et celles qui sont dictées par l'Union européenne. Je voudrais rappeler en quelques mots l'importance de ces questions dans la vie économique de toute économie nationale. La question de l'énergie est cruciale. Je voudrais rappeler que c'est un sujet d'autant plus d'actualité, tu l'as rappelé, brûlant, que dans quelques semaines, il y aura la suppression du tarif réglementé du gaz qui protégeait jusqu'à présent des millions d'utilisateurs de la concurrence et qui a été, sur consigne de Bruxelles, aboli. Historiquement, chaque pays, notamment de l'Union européenne, a son mix énergétique de manière très spécifique. Mais trois événements anciens et récents sont venus bouleverser cet état de fait. Alors, et cet état de fait, c'est-à-dire sont venus mettre le bazar, pour dire les choses simplement, sur deux questions énergétiques, la disposition de l'énergie en quantité suffisante et les prix. Alors, trois événements. D'une part, celui-là est un peu ancien, mais il est fondamental. C'est à partir des années 96, la déréglementation progressive du secteur de l'énergie, la libéralisation, l'ouverture à la concurrence. Or, même les partisans de la concurrence dans d'autres domaines reconnaissent que quand il s'agit par exemple de l'électricité, qui est un bien non stockable, la concurrence est une très mauvaise idée, ça ne marche pas. On nous avait promis de faire que celle-ci ferait baisser les prix, en réalité elle les a fait monter. Et on reviendra sans doute au cours de notre échange sur la question de ce qu'on appelle la tarification au coût marginal, qui a contribué aussi à faire monter de manière considérable le prix de l'électricité. Deuxième événement, la guerre en Ukraine, et le fait que, nous avons consacré une émission là-dessus, les sanctions européennes ont amené celles-ci à se priver délibérément d'une quantité importante d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, ce qui n'a pas manqué de faire grimper les prix. Enfin, le troisième élément dont nous parlerons aujourd'hui aussi, c'est les politiques environnementales qui poussent Bruxelles à organiser la baisse de la consommation de manière délibérée, notamment en haussant les prix, à travers l'organisation de ce qu'on appelle le marché carbone, c'est-à-dire la taxation de toutes les entreprises et de tous les secteurs qui produisent des gaz à effet de serre, ce qui là aussi est une volonté délibérée de faire monter les prix pour tenter de faire baisser la consommation. Alors, Marc Fontcave, vous avez étudié ce dossier particulièrement. Il y a notamment des concepts dont on entend parler, comme la programmation pluriannuelle de l'énergie, comme la stratégie nationale bas carbone, comme la programmation énergie-climat. Globalement, nous avons besoin de beaucoup d'énergie. Nous avons aussi besoin particulièrement de beaucoup d'électricité. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que ces concepts et les besoins, l'ordre de grandeur de besoins qui se dessinent pour l'avenir à court et moyen terme, voire à long terme? C'est beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions, mais on va passer cette émission à les éclaircir. Alors, je voudrais commencer par dire, peut-être pour répondre aux premiers éléments de votre introduction, c'est que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a pas de politique énergétique. Il n'y a pas de politique énergétique européenne. Chacun il n'y a aucun texte qui impose une homogénéisation du mix, vous l'avez dit. Donc chacun fait ce qu'il veut. L'exemple le plus frappant, c'est la décision de Merkel, seule, sans en référer à qui que ce soit, d'arrêter le nucléaire juste après Fukushima. Tout pays a le droit de faire ça. Donc il n'y a pas de politique énergétique européenne. Je dirais qu'il n'y a même pas de politique énergétique française depuis longtemps. Il y a eu une décision dans les années 70 historique de mettre en place
plus d'une cinquantaine de réacteurs nucléaires quand ils n'existaient pas juste avant, pour tout un tas de raisons que le fait que l'énergie nucléaire soit la source d'énergie la plus bas carbone, parce que c'était une époque où on ne se préoccupait pas de ces histoires de CO2 et de climat. Mais la France ensuite n'a eu aucune politique énergétique cohérente. La seule politique énergétique qu'elle ait eue, je dirais à partir des années des années 2000 et qui a été consacrée, je dirais malheureusement par cette décision funeste de François Hollande pour des raisons purement électoralistes et politiciennes d'annoncer, de décider la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Mais je crois qu'on reparlera du nucléaire un peu plus en détail. Mais c'est juste pour vous illustrer qu'il n'y a pas de politique énergétique. Néanmoins, il y a en effet, dans le contexte de cette vision à 2050, 2035-2050, il y a évidemment un certain nombre de visions, de prospectives qui nous dit des choses sur ce qu'est la consommation d'énergie, ce que devrait être la consommation d'énergie, ce que devraient être les mix énergétiques, etc., etc. Alors vous avez évoqué les lois de programmation pluriannuelle de l'énergie, vous avez évoqué la SNBC. En effet, toutes ces... alors, c'est deux choses différentes. La loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, ce sont des lois qui sont établies pour 5 ans. D'ailleurs, on arrive à la fin de celle d'aujourd'hui. Très bientôt, d'ailleurs ça a commencé, il y a la préparation de la prochaine. Et là, effectivement, il faudra que les acteurs... les citoyens, les spécialistes, les entreprises vont s'exprimer sur cette question-là. Il y aura sûrement des cahiers d'acteurs, il y aura une consultation. Mais si on prend l'exemple de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie en cours, on voit que ça peut être n'importe quoi. En 2019, lorsque Édouard Philippe met en place cette loi, il ne touche pas à la question de la fermeture des 14 réacteurs nucléaires. Il part sur une hypothèse absolument invraisemblable de baisse de la production électrique pour justifier cela, puisqu'en même temps, c'est accompagné par la fermeture des dernières centrales à charbon, etc. Donc, alors que partout dans le monde, et je répondrai aussi sur cette question, partout dans le monde, s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y aura plus d'électricité. Il devra y avoir plus d'électricité. Il y aura plus d'électricité. En tout cas, c'est la forme d'énergie qui est la plus à même d'augmenter, puisque la forme non électrique, thermique, aujourd'hui assurée massivement par les fossiles, notamment combustibles liquides et gazeux, va quand même diminuer. Pour tout un tas de raisons, mais on pourra parler de ça, mais restons sur l'électricité. Donc, on se demande bien comment une telle vision baisse de l'électricité, alors que partout dans le monde, tous les scénarios, même français, et pour de bonnes raisons, à nouveau je peux le dire, pourquoi décarboner, c'est électrifier. Les gens peut-être le réalisent pas, mais décarboner... Alors, je dis tout de suite, je vais essayer d'éviter d'utiliser ce mot de décarboner, parce qu'il est absolument absurde. À partir du moment où on dit décarboner, je vois des fois des slogans, ou j'entends des slogans dans certaines manifestations, il faut décarboner la planète, ce qui est évidemment totalement ridicule, puisque la planète, s'il y a bien un truc carboné, c'est bien la planète, et qu'elle le sera jusqu'à la nuit des temps, et que, en fait, ce qu'il faut, c'est défossiliser, mais pas décarboner. Le carbone, c'est la vie, c'est ce que vous dites dans votre livre. Le carbone, c'est la vie, et c'est aussi nos sociétés. Et demain, sans fossiles, nous aurons besoin de carbone. Nous aurons besoin de médicaments. Un médicament, l'aspirine, c'est du carbone. Nous aurons besoin de polymères, nous aurons besoin de solvants, nous aurons besoin de toutes ces choses-là. Je vous interromps une seconde pour bien repréciser les choses. Vous dites qu'il y aura besoin de beaucoup plus d'électricité, et globalement, vous dites aussi qu'il y aura besoin de beaucoup plus d'énergie. C'est deux choses bien distinctes. Bien sûr. Et si j'ai bien compris, vous allez le confirmer, vous dites que, certes, la tendance pourrait être de défossiliser, mais que pour longtemps encore,
sauf à aller complètement dans le mur, les énergies fossiles resteront un pilier essentiel du mix énergétique. Plus d'électricité, oui, plus d'électricité, je vais donner des chiffres, plus d'énergie, plus de consommation d'énergie, en tout cas à l'échelle de la planète, c'est évident. Il y a tous les scénarios, toutes les perspectives indiquent que si on dit qu'aujourd'hui la puissance consommée sur la planète est de l'ordre de 17 terawatts, toutes les perspectives vont à 30 terawatts en 2050. Donc tous ceux qui pensent qu'à l'échelle de la planète il y aura moins de consommation d'énergie, évidemment, sont à côté de la plaque. Néanmoins, certains pays, et l'Europe, malheureusement, ne construisent aujourd'hui une stratégie climatique, énergétique, etc., que sur la base d'une décroissance massive. C'est ça. Et c'est typiquement le scénario SNBC, la stratégie nationale bas carbone, sur laquelle française, sur laquelle est fondée toute la vision aujourd'hui des gouvernements français, et j'espère que ça va changer, parce que cette SNBC est totalement inadaptée, inappropriée, parce qu'elle nous annonce des baisses de consommation absolument colossales. Et, toutes énergies confondues. Toutes énergies confondues. Donc, pour donner un chiffre, aujourd'hui, nous consommons 1600 TWh en France. Les perspectives Par an. Oui, c'est ça. Merci de préciser. Et les perspectives 2050 de SNBC, c'est 930 TWh. C'est-à-dire presque la moitié. C'est-à-dire que, en gros, c'est presque la moitié, c'est absolument colossal. Qu'est-ce que c'est un monde? Vous voyez, si on consommait moitié moins, tout le monde, et en France moitié moins, c'est moins d'entreprises, c'est évidemment plus d'avions, d'ailleurs c'est ce qui est dit précisément. Pendant les phases de confinement, la consommation était, pour un ordre d'idée? Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai fait un petit calcul que je vais vous indiquer. Pendant l'année où il y a eu les confinements, le PIB a diminué de à peu près 7-8%. D'accord ? Les émissions de CO2 ont diminué à peu près de 7-8%. C'est corrélé. Si vous voulez arriver à zéro carbone en 2050, d'accord ? Vous faites un petit calcul. C'est assez simple. C'est chaque année. J'ai calculé combien d'années de type confinement il faudrait. Donc, c'est simple. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, chaque année soit une année de confinement. Voilà, pendant 30 ans. Donc, en fait, pour arriver à peu près à zéro. Ça ne sera pas zéro, mais voilà ce qu'il faudrait. Mais ça ne sera pas zéro. 2 mois de confinement sur chaque année. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a eu un peu plus que 2 mois, parce qu'il y a eu des choses qui se sont arrêtées, des gens qui ne pouvaient pas travailler, etc. Mais voilà, l'année où il y a eu les confinements, tous les ans. Donc, je vous interromps sur ce point. Donc, c'est à ça que correspondent à peu près ces baisses-là. Ces ordres de grandeur. Oui. Mais quand vous disiez il n'y a pas de politique énergétique, moi j'entends il n'y a pas de politique énergétique digne de ce nom. Parce qu'il y a quand même des décisions politiques, j'ai rappelé tout à l'heure, de déréglementation, on va y venir peut-être, qui ont agi sur les prix, et puis de volonté de baisse, parce que les chiffres que vous donnez sont déjà des décisions politiques, d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Et donc, au fond, il y a un grand enjeu. Est-ce que l'avenir consiste à dire on va économiser de l'énergie, donc décroître ou au contraire, est-ce que si on veut garder un minimum de progrès dans cette société, il y a besoin de consommer toujours plus d'énergie? C'est ce que vous dites. Oui, alors... Il y a deux choses. La première, c'est que la seule politique énergétique qu'il y a eu ces dernières années, c'est une politique antinucléaire. Voilà. Mais j'appelle pas ça, évidemment, une politique énergétique. Toutes les décisions qui ont été prises uniquement sur la base des idéologies avec des conséquences catastrophiques dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission. Voilà. La deuxième chose, en effet, c'est en raison du fait que le seul critère qui est utilisé aujourd'hui pour définir un tant soit peu une politique énergétique, c'est la mesure du carbone. Voilà. Donc, sans tenir compte des contraintes économiques, sans tenir compte de contraintes sociales, de besoins, etc. Donc c'est
il faut diminuer les émissions de CO2. Certes, il faut le faire, mais si c'est le seul critère qui est utilisé, c'est simple. On consomme moins et on consomme d'autant moins que le remplacement des fossiles qui est dans les scénarios, dans certains d'ailleurs à zéro en 2050, est extrêmement difficile à faire. Et donc pour y arriver, le mieux c'est de dire qu'on arrête de rouler, qu'on arrête de voler, qu'on arrête de faire ceci et cela. Donc c'est ça qui nous est présenté, et c'est évidemment absolument catastrophique. Et je dirais que ça continue, puisqu'il y a 2 jours, on a vu le rapport Pisani-Ferry qui a été commandé par Elisabeth Borne, et qui nous dit que c'est le premier travail qui donne une vision économique de la transition énergétique. Et quand on voit ça, c'est absolument effarant, puisque c'est en gros, on n'y arrivera que avec une augmentation des prélèvements obligatoires, par une augmentation massive de la dette, par une augmentation de l'inflation, et on va taxer, alors on nous dit, comme si c'était un élément de justice, les 10% les plus aisés, mais je ne sais pas si vous avez vu quel est le salaire de cette limite, c'est 3 500, 4 000 maximum. Enfin, il y a 90% de gens qui gagnent moins que ça. Je vous interromps sur ce point. C'est intéressant ce rapport, parce que pour la première fois, un rapport pointe le fait que ce n'est pas la décroissance heureuse. Que si on veut obtenir la décarbonation qui est mise en avant, c'est du sang et des larmes pour tout le monde. Alors, on dit certes, ça va passer parce qu'on va faire de la justice sociale et on va ratiboiser aussi ceux qui gagnent le plus. Mais fondamentalement, pour les salariés, pour les travailleurs de tout niveau de salaire, c'est quand même des restrictions massives. Et ça correspond bien à une volonté, j'en parlais tout à l'heure, côté Commission européenne. Le premier vice-président de la Commission chargée du climat n'a pas caché que c'est bien par l'imposition de mesures draconiennes, et notamment la taxation du carbone, la mise en place de marchés pour restreindre le carbone, que tout ça doit changer nos modes de vie. Donc, pour la première fois, on a un autre discours que la décarbonation heureuse en disant on va créer des emplois verts, on va faire plus de croissance verte, etc. Là, c'est du sang et des larmes. Au moins, c'est clair. C'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a dit décroissance, mais ça va être sympa. Voilà, les écolos en particulier. Oui, bien sûr. Enfin, les écolos, pas que les écolos, puisque SNBC, c'est vos députés qui l'ont voté. Et la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, qui a été votée en 2015, c'est ça sur quoi elle nous envoie. Moi, en tant que scientifique, pour finir avec ce rapport, Pisani-Ferry, qui effectivement est extrêmement inquiétant. Économiste proche de Macron. Ouais, proche ou pas proche, il paraît que ça varie avec le temps. En tout cas, il a contribué à l'élaboration de son programme économique. Oui, c'est ça. Mais voilà, notamment cet excès de dette publique, puisqu'il nous dit pour 2040, c'est 25 points de PIB supplémentaires. Donc c'est 700 milliards d'euros supplémentaires. Donc il faudra les trouver à nouveau avec plus d'impôts, en taxant les entreprises, donc en baissant la production, en supprimant massivement des emplois. Et d'ailleurs, il le dit très clairement, pendant un certain temps, cet investissement-là, puisqu'il parle d'investissement, ne produira pas de croissance. Évidemment, il faudra attendre des jours meilleurs. Le paradis plus tard. Mais moi, en tant que scientifique, j'ai relevé cette phrase, pour moi, est le symbole, je dirais, de la bêtise, d'une certaine façon, en tout cas du problème. Il faudra que la transition soit pilotée par les politiques publiques et non par les innovations technologiques et les marchés. Ça veut dire qu'on se fout de la physique. S'il y a des problèmes, je dirais, technologiques, physiques, c'est pas le problème. Or, si on a des difficultés aujourd'hui pour avancer, même s'il y a énormément d'efforts, moi je fais partie des gens qui travaillent à la défossilisation. Les projets de recherche, c'est là-dessus. Recherche fondamentale, mais aussi technologique et en lien avec des industriels. Mais cette recherche me permet de constater, et aussi à travers tout ce que je fais à l'Académie des sciences pour l'énergie, me permet de constater qu'en effet, il y a une très très grande
proportion d'ailleurs, en 2021, RTE et l'Agence internationale de l'énergie disaient qu'il y avait 90% des technologies pour la transition énergétique qui ne sont pas matures aujourd'hui et qui sont à l'échelle de la recherche et du développement. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on a des problèmes de physique, des problèmes technologiques, pas des problèmes politiques ou sociaux. Mais cela existe aussi, mais on a cela. Et qu'évidemment, il faut y travailler, c'est des projets intéressants. Et bon. Dire que la transition sera pilotée non pas par les innovations, c'est absolument fou, de mon point de vue. Mais pour dire les choses autrement, aujourd'hui, est-ce que vous confirmez affirmer qu'on peut se passer des fossiles et qu'on peut faire l'essentiel, comme le disent par exemple les dirigeants allemands, sur les renouvelables, et qu'à relativement court terme, ça peut remplacer tout le reste, aujourd'hui c'est une absurdité, ou alors ça nous mène dans le mur? Aujourd'hui, un monde sans fossiles, c'est en gros un monde avec des renouvelables, éolien, solaire, du nucléaire. Alors ça c'est la partie électrique. J'ai été hier à donner mon cours sur les questions de stockage d'énergie et j'expliquais que la conclusion de nos études, c'est que si en effet nous pouvons profiter du vent et du soleil quand il y en a, le problème c'est que le mix électrique en tout cas sera limité dans sa partie éolien et solaire. Et puis l'autre partie, c'est la partie non électrique, et celle-là, en gros, c'est de la biomasse. Puisque si vous enlevez le pétrole et le charbon et le gaz, comme source de carbone, il n'y a plus que la biomasse. C'est plein de carbone, la biomasse. Hein. Biomasse, déchets, etc. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui, en tout cas les quelques années? Ma réponse est absolument non. Et même en 2050, nous n'aurons pas basculé vers tout renouvelable. Voilà, tout renouvelable. Alors évidemment, si on enlève le nucléaire, c'est encore pire. Juste un mot quand même. Je crois que l'exemple de l'Allemagne est absolument formidable. Parce qu'il démontre tout, l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, si j'ai 2 minutes pour parler de ça ou pas? Bien sûr. L'Allemagne, c'est assez formidable comme exemple. L'Allemagne, en effet, alors ils en sont fiers et ils ont peut-être raison, mais d'avoir installé massivement des capacités d'éolien et de solaire. C'est 60 gigawatts de chaque. C'est une sorte de record. Ils enlèvent le nucléaire et vous prenez un jour, il y en a plein, un jour précis où il n'y a pas de vent et pas de soleil. Alors pas de soleil, ça arrive assez régulièrement dans une journée. Il fait nuit quand même de temps en temps. Et puis il y a des moments où il n'y a pas de vent. L'Allemagne, ces 60 gigawatts d'éolien et de solaire ne les utilise pas, donc ils ne servent à rien, puisqu'il n'y a pas de vent et de soleil. Et comme les Allemands n'ont rien fait sur le stockage, c'est-à-dire de récupérer au moment où il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil de l'énergie, le stocker pour le ressortir quand il y en a besoin, comme ils n'ont jamais fait ça, et pourquoi ils ont fait ça, n'ont pas fait ça, c'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce que pour le moment on ne sait pas faire à l'échelle requise, eh bien, ils consomment du gaz et du charbon. Voilà, c'est assez exemplaire. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut travailler sur le stockage, mais dans les 20-30 années prochaines, 30 années prochaines, et d'ailleurs RTE le dit, on va devoir construire des centrales thermiques à gaz si on met trop d'éolien et de solaire. Et ça sera encore pire si on diminue notre nucléaire, hein, évidemment. Et vous dites dans votre livre que la révolution, ce serait la maîtrise de la photosynthèse. Ah, alors, ça c'est un des aspects, enfin c'est pas la solution, il n'y a pas qu'une solution. Hein. Alors, ça c'est ce sur quoi je travaille. Et je reviens à la question du carbone. S'il y a, le problème enfin le pétrole, hein, le gaz, c'est pas uniquement un problème d'énergie, c'est aussi un problème de carbone. Les entreprises d'ailleurs, l'industrie chimique est frappée doublement si on défossilise. Frappée parce que pas d'énergie
est frappé parce que pas de carbone. D'accord ? C'est clair ? Oui. Ouais. Pas de carbone pour tous les besoins carbonés que nous avons. Donc, il faut, dans un monde où il n'y a plus de fossiles, imaginer de nouvelles sources de carbone. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la biomasse. D'accord ? Alors ça, c'est la photosynthèse qu'il a fait avant. C'est la photosynthèse naturelle qui le fait. Et puis, il y a tout un tas de procédés de photosynthèse artificielle, c'est celle que moi j'essaye de développer avec plein de labos dans le monde, qui est de transformer le CO2 en molécules carbonées d'intérêt. Voilà, c'est ça que je fais au laboratoire. Alors si vous faites ça de façon extrêmement efficace, eh bien vous pouvez créer de nouvelles molécules carbonées, y compris des carburants liquides, celles qu'on continuera à mettre dans nos moteurs thermiques. Et c'est ça qu'on appelle les carburants synthétiques, les carburants alternatifs, les e-carburants, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est de ça dont on parle. Alors, juste pour avancer dans le cadre de notre émission, je renvoie les internautes à votre ouvrage, mais peut-être pour en revenir sur la responsabilité de l'Union européenne, parce que malgré tout, elle est là, et les questions de politique énergétique, elle les maîtrise. Elle les maîtrise dans le mauvais sens. Je rappelle quand même que ces questions dont on parle ne sont pas seulement des questions théoriques, puisque ce qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes, c'est la mobilisation contre de nouvelles taxes qui visaient explicitement à limiter la consommation de carburant. Et donc, si on prend les éléments qu'impose la Commission européenne et l'Union européenne en général, on risque d'aller droit dans le mur. Il y a même sur un deuxième marché carbone qui a fait l'objet de réticences de la part des eurodéputés français, même écolos, qui disaient si on l'étend au transport et au bâtiment, alors je ne reviens pas sur les détails pour des questions de temps, on prend le risque de nouveaux gilets jaunes. C'est même eux, ils disaient. Donc, mais ça, c'est l'aspect besoin. Il y a un autre aspect sur le coût, sur lequel je voudrais quand même insister. L'Union européenne, après le déclenchement de la guerre en Ukraine et les sanctions qu'elle-même a prises avec les restrictions donc, de livraison de gaz en particulier dont les pays de l'UE ont le plus souffert, a dit mais nous sommes quand même les sauveurs parce que, enfin la France en particulier a été sauvée par l'Union européenne grâce aux interconnexions et au fait qu'on a pu acheter pour la première fois depuis longtemps, alors qu'on était exportateur net, on a pu acheter de l'énergie au moment où on en manquait. En réalité, on confond en disant ça les interconnexions physiques entre pays voisins qui existaient bien avant l'Union européenne et qui sont tout à fait bien, qui sont techniquement sans problème, et les règles de marché qui prévalent à l'organisation de cette distribution. Et les règles de marché, je voudrais en dire un mot parce que ça fait partie de notre débat, ça concerne l'approvisionnement et les prix, c'est ce que j'évoquais enfin c'est pas moi qui ai inventé le mot bien sûr, la tarification au coût marginal. En gros, un pays se fournit en énergie avec diverses sources, donc les renouvelables, le nucléaire, bien sûr les fossiles, le pétrole, le charbon, et le prix de marché, j'insiste bien, le prix de marché, s'il n'y a pas de marché européen, on est dans la logique antérieure où c'est des décisions politiques qui fixent les prix et qui fixent les quantités. Si on bascule sur la logique du marché, ça veut dire le prix d'équilibre du marché est déterminé par la dernière centrale, la dernière unité, c'est-à-dire la plus chère, pour équilibrer le système. Voilà. Et concrètement, pour prendre un exemple, si on a 90% d'électricité nucléaire à 40 € le mégawatt, et c'est un exemple, et 10% d'électricité produite par exemple à partir du pétrole ou du gaz c'est en général marginal gaz, et que ce prix est 100 € le mégawatt par exemple, eh bien pour les 100%, ça sera 100 € le mégawatt. Alors qu'avant, EDF qui détenait le monopole faisait une péréquation entre tous ces systèmes. Donc il y a une décision politique qui est soutenu par un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, qui ne veut... Alors, il y a eu une petite réforme du marché de l'électricité, quelques mesures d'urgence prises en 2022, mais sans toucher au principe, parce que des pays, et la Commission européenne en particulier, sont attachés. Jusqu'à présent, on était très content avec les règles de la concurrence, ça marchait très bien. Or, aujourd'hui, avec ces règles, on va dans le mur, et pour la disponibilité des énergies, et pour les prix, qui sont désormais livrés sans contrôle. C'est si vrai que même le gouvernement français, même Macron, allié avec l'Espagne, allié avec le Portugal, gueule un peu en disant c'est pas possible, il faut réformer. On peut pas, alors qu'on a investi massivement dans le nucléaire, on va revenir sur le nucléaire dans quelques instants, et que de ce point de vue, et grâce à ça, on a de l'électricité à prix très bas,
on est du fait du coût marginal, on est amené à le payer beaucoup plus cher que ce qu'on le produit. Les Espagnols et les Portugais disent la même chose pour leurs énergies renouvelables, pour lesquelles ils ont beaucoup investi. Donc, fondamentalement, il y a une responsabilité majeure, et ça prouve, de mon point de vue, enfin, je voulais vous faire réagir là-dessus, que dès l'instant où une politique énergétique, même si elle ne mérite pas ce nom parce qu'elle nous met dans le mur, tente de mettre chaque pays dans le même moule, alors que les caractéristiques, les choix politiques sont différents, aboutit à ce que finalement personne ne gagne, tout le monde perd, sauf évidemment les grands groupes qui ont bénéficié de l'ouverture à la concurrence sans apporter quelque valeur ajoutée que ce soit aux consommateurs au demeurant. Alors, bon, je vais faire quelques commentaires, mais je veux simplement préciser que je ne suis pas un économiste, et que, en général, je m'interdis d'en dire trop sur des domaines que je ne connais pas, bon, que je connais peu, mais en effet, la façon dont vous avez décrit le marché de l'électricité est exactement celui-là, c'est très clair, et en effet, il faut le réformer. Il faut bien voir qu'il a été construit comme ça il y a longtemps, et je dirais que c'était le fruit de travaux d'économistes qui proposaient cette façon de faire. Enfin, d'économistes libéraux. Oui, enfin, pas que libéraux d'ailleurs, parce que j'arrive plus à me souvenir le nom, mais en France, il y a eu, y compris dans des entreprises d'énergie en France, des gens qui ont proposé cela, des ingénieurs. Enfin, il fallait trouver un moyen. Donc aujourd'hui, on voit l'échec de cette stratégie. Donc il faut changer le marché de l'électricité. Enfin, ce marché-là, il avait une certaine logique économique, mais économique parce que évidemment les prix des différentes sources d'énergie sont très différents, et qu'il fallait trouver un mécanisme où ceux qui sont sollicités puissent le vendre à un prix qui est au-dessus de leur coût de production. Bon. Alors, il faut le transformer. On peut discuter longtemps de comment il faut faire. Vous évoquez la situation, finalement, de revenir à la situation de monopole, que chaque pays se débrouille avec ses moyens de production. Je suis d'accord avec vous sur le fait que l'argument qui consiste à dire on ne peut pas faire ça parce que y a les interconnexions, etc., alors qu'elles existaient effectivement avant, et que ça n'empêche pas, même si chacun faisait son affaire de l'énergie, d'échanger avec les autres, ça existe. Là où je suis moins d'accord avec vous, c'est que malgré tout, dans une situation de crise, la solidarité européenne a joué. Enfin, je parle de l'hiver 2023 et l'automne 2022, hein, et qu'il y a eu une stratégie plus ou moins concertée entre les différents pays pour s'assurer que dans certains pays on pouvait stocker du gaz en attendant l'hiver, c'est ce qu'a fait la France, que dans d'autres pays on pouvait mobiliser d'autres sources d'énergie. Qui répondait à une décision stratégique collective qui était de se priver délibérément de l'énergie russe. Et ça a été une décision politique. Bien sûr. C'est une autre question. C'est une autre question. Voilà. Mais bon, cette manière d'y réagir palliait un énorme problème qu'on avait avec l'hiver qui s'annonçait. Mais il n'y aurait pas eu cette décision. On gardait bien sûr le problème des prix et de la libéralisation. Je rappelle que la libéralisation, c'est une décision politique idéologique en quelque sorte, qui date des années 90 et qui ne concernait pas que l'énergie. Il fallait tout libéraliser, il fallait les transports, les télécoms, il fallait libéraliser le transport. Donc il y avait une volonté politique européenne, mais dans laquelle les gouvernements ne sont pas innocents, hein, bien entendu, de tout libéraliser. Et il se trouve que sur l'énergie, on en a constaté les dégâts. Bien sûr, mais en tout cas, il faut bien voir que, la situation de crise était due à la fois à l'agression de l'Ukraine par la Russie, et qu'on pouvait comprendre que l'Europe prenne ce type de position, et deux, il faut quand même se rappeler que nous nous sommes trouvés, alors on peut en discuter, nous sommes trouvés dans une situation catastrophique pour la production nucléaire française, qui est un élément majeur de l'énergie
de l'énergie européenne, puisque nous sommes en situation normale, des gros exportateurs de cette électricité-là, et que lorsqu'on n'en a pas, même pour nous, et donc encore moins pour les autres, ça pose un problème. Donc, vous faites une bonne transition, si j'ose dire, sur l'énergie nucléaire que nous allons aborder dans la partie suivante. Laissez-moi peut-être juste dire un mot sur la question du prix de l'énergie en tant que facteur de délocalisation. Alors ça a été l'objet d'un débat précédent avec Jean-Michel Quatrepoint, mais les Américains qui sont dans le camp occidental mais qui n'oublient pas de défendre leurs propres intérêts, ont vu tout intérêt d'une part à subventionner le fait d'attirer des capitaux européens et des entreprises européennes vers outre-Atlantique, en subventionnant donc les entreprises, les énergies vertes ou les industries vertes essentielles quand elles sont localisées chez eux, et puis d'autre part, les Américains bénéficient d'une énergie bien meilleur marché que la nôtre. Et donc, ce qui explique que des firmes telles que Volkswagen, telles que Bosch, telles que beaucoup d'autres, allemandes, belges, suédoises, voire françaises comme Saint-Gobain, aient succombé, si je puis dire, je mets ce mot entre guillemets bien sûr, à la tentation de désinvestir en France, en Allemagne, dans les pays européens, pour aller investir aux États-Unis, le cas échéant au Canada. Donc, et les Européens, voyant ça, tentent de faire une loi industrie zéro carbone qui vise à tenter de proposer les mêmes avantages, mais fondamentalement, c'est nous qui payons, nous consommateurs, nous citoyens, qui payons les pots cassés, si je puis dire. Mais la question du nucléaire que vous avez évoquée me semble fondamentale, parce que c'était une des caractéristiques, ça reste une des caractéristiques du mix énergétique français, comme on dit. On en a bénéficié pendant un temps, au début, et on en a subi les conséquences quand ce nucléaire a été négligé et laissé à volo, en quelque sorte, mais c'est là-dessus qu'on va vous entendre sans doute, dans la dernière période. Et oui, chers internautes, c'est la fin de cette première partie de l'émission Point de rupture avec Pierre Lévy. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas qu'en devenant contributeur ou abonné, contributeur du Média pour tous ou abonné au mensuel Rupture, vous pourrez visionner la deuxième partie qui commence tout de suite. Merci à tous.